Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Luc de la chaîne Les Deux Pions. Et on se retrouve aujourd'hui pour un en vrac avec mon ami Luc. Ça fait très longtemps que j'ai jasé. Je pense que la dernière fois, Luc, qu'on s'est jasé, qu'on s'est vu, on s'est texté un peu, mais la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, c'est quand on a fait notre top de l'année. Ça fait quand même un petit bout. L'année 2024, on a fait deux gros tops, les jeux longs, les jeux courts. On a fait même une série de questions intimes sur qui sommes-nous vraiment pour répondre aux questions des auditeurs. Ça a été quand même le fun, une belle expérience. Mais là, on se retrouve aujourd'hui pour un en vrac, puis on avait du stock pas mal. Il a fallu faire une petite sélection. Hein? Il y avait pas mal de jeux qu'on a nouvellement essayés. Aujourd'hui, on ne s'attardera pas trop à l'introduction. On va tout de suite vous dire c'est quoi les 5 jeux qu'on vous parle. Pas de surprise, pas de cachette. On va parler de Great Western Trail El Paso. Après ça, on va y aller avec Botanicus. Ensuite, Come Sail Away, Biome, et finalement, on va finir ça avec un jeu spectaculaire qui s'appelle Spectacular. Oh, le petit jeu de mots pour finir ça. Amateur de filler, de jeux pas trop longs, vous allez être servi. Oui, exactement. Mais des bons. Je pense qu'il y a du bon stock là-dedans. Puis, on va commencer ça direct avec Great Western Trail El Paso. J'explique juste un petit peu là, le concept du jeu, puis après ça, je te laisse aller dans les règlements. Mais je dois avouer que c'était un jeu là, qui nous avait beaucoup titillé, pour lequel on était très curieux, parce que El Paso, c'est la version courte de Great Western Trail, qui est un excellent jeu, probablement les deux dans notre top 20 à vie, certainement. Moi, dans mon top 10, toi, je ne sais pas. Mais Great Western est un jeu dans mes tops. Ouais. Donc, ça, c'est la version courte. Un petit peu comme on a eu l'année dernière, si je me souviens bien, avec Pirates de Maracaibo. Exactement. Pirates de Maracaibo, qui était la version courte, allégée de Maracaibo, qui est aussi un excellent jeu, mais un gros jeu. Comme Great Western Trail est un gros jeu aussi assez long, un bon 3 heures, 3 heures et demie quand tu joues à 4 joueurs. Là, c'est assez lourd, c'est assez long. Mais El Paso nous promettait de nous adoucir ça un petit peu, raccourcir le temps de jeu, simplifier un petit peu les concepts et simplifier peut-être aussi la mise en place, le contenu. Fait que Luc, je te laisse aller avec comment ça se joue ce jeu-là. Puis après ça, on va vous dire si le jeu a répondu à nos attentes parce que, en tout cas, pour ma part, Luc, j'avais beaucoup d'attentes parce que Pirates de Maracaibo a été haut dans notre top l'année dernière. Donc, on avait hâte de voir ce que Pfister allait faire encore une fois avec son jeu simplifié. Fait que dans El Paso, on va fonctionner à peu près de la même façon que de Great Western Trail dans la structure du tour. On va se déplacer, activer le building où on a arrêté et remonter notre main. Fait que la structure du tour reste sensiblement pareille. On va pouvoir faire différents types d'actions, construire des nouveaux bâtiments, acheter des vaches pour mettre dans notre deck. On fait un genre de deck building. On va pouvoir aussi acheter des trains. Le système de train est assez différent. On va acheter des wagons de train, puis plus on achète des dispendieux, plus on va avoir des habiletés fortes. Mais on ne les garde pas, là. C'est juste qu'on l'achète pour... On l'active. On l'active directement. Là. Mais le reste du gameplay est sensiblement pareil. La grosse nouveauté, c'est l'utilisation de nos travailleurs. Nos travailleurs, au lieu d'être des personnages en carton, comme dans les autres versions, ce sont des cartes. Nos personnages vont deck builder dans notre deck. On va pouvoir les utiliser pour les actions traditionnelles, mais on va aussi pouvoir les utiliser pour des actions alternatives. Quand on les utilise, ils s'en vont dans la défausse. Puis, quand on va rebrasser notre deck, à chaque fois qu'on l'a repigé, on va les remettre directement en jeu. Fait qu'ils ne prennent pas d'espace dans notre main. Fait qu'il y a beaucoup de stratégies quand ton deck est pour flipper, est-ce que je veux toutes les brûler pour faire leur effet temporaire, des choses comme ça. Fait que ça amène d'autres niveaux de stratégie. Puis, on va en parler tantôt, mais les workers, c'est la twist à comprendre du jeu parce que les premières fois qu'on a joué ensemble sur BGA, ça m'a pris comme une couple de tours de catcher justement ce principe-là. Non, le reste, ça ressemble beaucoup, mais tout est à peu près en commun. Fait que le marché des vaches est tout le temps fixe. Les buildings, on va acheter des buildings communs, puis on va taguer nos buildings. C'est ça, les trains sont tout le temps disponibles de façon commune. Un peu comme dans Great Western Trail, on va débarrer des pas quand on va arrêter, puis faire nos livraisons à El Paso. Puis c'est ça, on va vouloir avoir des vaches de couleurs différentes, mais on va avoir beaucoup de petits bonus qu'on va pouvoir utiliser avec des certificats
permanents, temporaires, un petit peu comme le vrai jeu, mais les façons de les obtenir vont beaucoup varier, contrairement à l'autre version du jeu. On n'est pas perdu. Donc, l'entrée de jeu, ce qu'on peut dire, c'est que si vous connaissez l'univers de Great Western Trail, vous ne serez pas 100% perdu. Il y a des concepts qui changent, qui varient un peu, mais c'est quand même assez similaire. Mais évidemment, en plus rapide, plus simplifié. Le tournage autour de El Paso se fait quand même assez rapidement, puis les parties vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Moi, j'ai le goût de t'amener en partant sur probablement le point le plus faible du jeu, sur le matériel. Moi, c'est l'affaire qui m'a frappé au début, là. Le jeu, il faut dire quand même à la défense de l'éditeur que l'objectif, je pense que c'était de faire une plus petite boîte très abordable, et le jeu se vend en bas de 50$, ce qui est assez rare de nos jours. Mais j'ai fait quand même le saut. Oui, mais j'ai fait le saut, sincèrement. J'ai trouvé que tout pouvait aller. L'espèce de board est en tissu, il faut le savoir. Il y a des plis dedans un peu qui sont désagréables, mais ça, tu donnes un petit coup de repassage délicat dessus, puis ça revient normal. Après ça, il vaut mieux le rouler que le plier, tant qu'à moi. La grosseur des cartes, bon, c'est pas des cartes à jouer grosseur normale, ou en tout cas pas la même grosseur que dans Great Western, c'est des petites cartes. Je pense qu'il aurait pu mettre des grosses cartes, mais ça ne nuit pas du tout au jeu. Moi, la chose qui m'a fait vraiment capoter, là, puis j'ai hâte de voir ce que tu en penses, ils ont fait des gros meeples énormes pour les bonhommes, qui étaient un peu trop gros, mais ils ont mis des tokens, des cubes et des rondelles en carton. Oui, j'ai les ai ici à l'écran, là. C'est ça, OK. Ah bon. Oui, en carton. Écoute, puis c'est vraiment... faut que je te compte ça parce que c'était tellement drôle, là. Je regarde les règles, puis je vois le cube pour les certificats. Un peu comme dans le jeu, dans le Great Western Trail, il y a un cube pour les certificats. Puis la façon dont c'est photographié puis que c'est montré dans les règles puis derrière la boîte, on dirait vraiment un cube. Puis là, je disais, hey, c'est cool, ils ont réussi à imprimer sur le coin du cube un petit certificat. C'est hot, j'ai hâte de voir ça. Fait que là, je rouvre la boîte, je dépunch ça, puis qu'est-ce que je vois pas? Des petits morceaux de carton, bien petits, bien minces. Même affaire pour les rondelles. Hey, ça m'a tellement déçu. Ça aurait probablement coûté 1$ par boîte de plus de mettre des trucs en bois. Je ne sais pas si tu as été déçu comme moi, mais moi, ça m'a vraiment juste flabbergassé. J'ai fait comme, wow, ça, c'est cheap. Il y a une méchante dichotomie entre le gros maple en bois puis là, les cochonneries de marqueurs en carton, là. Oui. C'est spécial. Puis surtout, on l'avait joué sur BGA, fait que là, on s'attendait on savait pas à quoi s'attendre au niveau du type de matériel. Puis là, de voir ça, oh, ouais. Hey, moi, je pensais que c'était des retailles de punchboard au début. J'ai failli jeter les rondelles. Mais le pire, c'est que c'est drôle parce que je montre des photos en même temps, puis il y a plein de monde qui ont fait exactement ce que j'ai fait. Ils ont ramassé des rondelles en bois puis des cubes en bois, puis ils les ont remplacés. Je veux dire, ça coûte rien, là. Je comprends pas le choix de l'éditeur là-dessus, pour vrai, là. Ça prend pas beaucoup plus de place, puis ça coûte pas beaucoup plus cher. Sincèrement, c'est un choix douteux. Mais bon, le reste, le matériel, je pense que c'est acceptable. Accessible à tout le monde, là. Dans le fond, ils ont vraiment essayé de baisser le coût au max du max. Il aurait peut-être pu retravailler certaines décisions, mais c'est sûr que c'est un jeu target à se faire pimper solide pour ce côté-là. Là. Je pense que c'est pas trop compliqué. Là, aussi, on est habitué avec les plateaux personnels à double board. Puis là, on a comme une petite feuille, double layer. Puis on a une petite feuille bien simple avec des jetons en carton. Là, fait que, ça fait sur le coup. 3D, là, faites aller ça vaut la peine pour ce bout-là. C'est drôle que tu dises ça parce que exactement, c'est ça que je montre à l'écran. Il y a du monde qui ont pimpé avec des trucs en 3 dimensions. Je pense que ça vaut la peine. Écoute, au moins les cubes puis les rondelles en bois, là, sincèrement, moi, je pense que c'est le choix. Le reste, là, ça va. J'ai pas de problème, mais ce bout-là, écoute, il rapetissait les meeples de 50%, puis il y avait de la place pour faire les rondelles en bois. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fait le jeu. Hein. Le jeu, c'est le gameplay. Comment tu as trouvé le gameplay, mon Luc? Solide. J'essaye toutes sortes de stratégies. J'ai joué beaucoup sur BGA, puis je vois qu'il y a plein d'affaires qui marchent. Ce qu'on a peur dans des jeux réduits comme ça, c'est qu'il y a une stratégie maître qui est meilleure que les autres. Puis c'est pas ça. Là. Ça garde, là, tu peux dire, je vais faire une stratégie plus en building, plus en vache,
plus en train, je vais faire un hybride entre les deux. Je vais aller vite ou je vais aller lentement pour tourner aussi. Pour améliorer vos parties, là, essayez de tourner rapidement. Là. Si vous faites des... Mais ça reste un peu la même essence que le jeu, mais en lui, c'est facile de faire un coup, je joue pas à El Paso, un coup, je reviens à El Paso, puis d'alterner comme ça là, à un moment donné de la game. Là. Tu le feras pas à toutes les rotations, mais éventuellement, en fin de partie, tu vas arriver là rapidement. Puis aller à El Paso, c'est pas un revenu selon ton nombre de couleurs, c'est tout le temps 5 d'argent. Ouais. C'est ça, peu importe tes trains, c'est tout le temps 5 d'argent. Tu gagnes une vache orange. Moi, je m'amuse quand je joue à ce jeu-là, c'est une vache à l'orange, une vache au chocolat, une vache au bleuet. On a bien du plaisir. Moi, de mon côté, je vais t'avouer que j'ai aimé le jeu, mais j'ai pas été pour le moment aussi conquis que Pirates de Maracaibo. J'ai trouvé que Pirates de Maracaibo avait amené des éléments vraiment stratégiques et nouveaux, beaucoup plus complet que El Paso. El Paso reste quand même beaucoup plus simple que Pirates de Maracaibo. Puis c'est peut-être correct, carrément, que ça vise peut-être un public qui veut encore plus simplifier. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de viande dans Pirates de Maracaibo. J'ai aimé El Paso. Je trouve, justement, tu l'as bien dit, là, les différentes stratégies possibles. Ça, c'est cool parce que tu n'es pas encarcané dans une stratégie. Mais je ne suis pas certain qu'il va percer mon top des jeux de 2025 cette année. On verra peut-être, mais j'ai eu moins un gros coup de foudre là, que quand j'ai joué à Pirates de Maracaibo, que j'ai adoré tout de suite, puis que je voulais faire des games, puis recommencer. Pour moi, ça a été un peu ça mon feeling. Là. Je rejoue, on aime ça jouer plusieurs fois avant de prendre nos décisions, évidemment. Là. Fait que quand on rejoue, on découvre des choses, on apprend des choses. On va parler d'ailleurs tantôt de jeux qu'il faut rejouer avec un autre des titres qu'on va aborder aujourd'hui. Mais moi, ça a été un petit peu ça mon feeling. Fait que je pense que c'est un bon jeu, un bon compromis pour Great Western si vous n'avez pas eu le temps pour le jouer. Je ne pense pas qu'il va remplacer Great Western, ça c'est clair. Je ne pense pas qu'il est au même niveau que Pirates de Maracaibo et quand on parle de jeu réduit un petit peu, mais je pense que ça reste quand même un bon petit jeu rapide qui tourne très très bien puis qui vous donne un petit feeling de Great Western Trail quand même. Mon meilleur exemple de ça, c'est j'ai été au MIP Olympiade du professeur Bourgain. En passant notre équipe, on a fini deuxième. Puis j'allais jouer ce jeu-là. On a fini 74 à 72 à 72 à 71 dans des stratégies hyper différentes. Ça, c'est cool. Très bien balancé. C'est vraiment cool. Là. Excellent. Félicitations, Luc, ça ne m'étonne pas beaucoup. C'est ce qu'on a pensé de El Paso, Great Western Trail El Paso. Si vous êtes curieux, gênez-vous pas. En plus, la boîte est tellement pas chère. C'est rare des jeux en bas de 50$ aujourd'hui. Les gens nous disent souvent qu'on ne parle pas souvent du coût des jeux, mais là, on en parle quand ça vaut la peine de même là, de le mentionner. Bon rapport qualité-prix. Au niveau du gameplay, matériel, mais le gameplay très très bon. Ça fait le tour de notre premier jeu. On a fait ça rapidement. Luc, c'est rare qu'on est rapide de même. Ça va bien. Oui, ça va très très bien. Es-tu prête à sortir ton pouce vert? Oui. Hey, moi, le prochain jeu, Luc, il faut que je te fasse une confidence. C'est Botanicus. Tu en avais parlé dans je pense que tu l'avais mis dans ton top des petits jeux, ou c'était une mention ou un top, je ne me souviens pas. Était-tu dans le top ou dans les mentions? Oui, il était dans le top. Dans le top. Je pense dans le fond du top. Dans le fond du top, ce qui est quand même bon, hein, quand tu es dans les 10 meilleurs jeux de l'année, les jeux courts, c'est très, très bien. J'ai joué la première fois, après que tu en aies parlé, j'ai joué sur BGA, puis j'ai trouvé ça correct, OK, mais on a joué à la version de base. Et j'ai rejoué après ça parce que j'ai obtenu la boîte. J'ai joué, j'avais pas tant envie d'y rejouer, là, honnêtement. Tu sais, je me disais, ouais, OK, ça avait été correct sur BGA, mais j'aime ça jouer en vrai parce que c'est souvent pas le même feeling. Je dois avouer que c'est devenu un de mes coups de cœur du moment. Fait que, on vous explique rapidement c'est quoi, puis après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai aimé dans le jeu et comment peut-être aborder le jeu pour que ça devienne peut-être vous aussi un coup de cœur. Dans Botanicus, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire pousser des plantes, des fleurs dans vos jardins. Ici, on voit le plateau personnel de chacun des joueurs. Il va y avoir un plateau personnel et il va y avoir un grand plateau d'action en haut où on va avoir des grosses fleurs ici qu'on va déplacer de colonne en colonne et dans chaque ligne, il va y avoir des actions différentes qu'on va sélectionner en essayant d'avoir la priorité. Si on n'a pas la priorité, il va falloir payer une pénalité, mais on ne se bloque pas trop. Et on va faire ces actions-là comme ça, chacun notre tour,
2 fois, on va faire le plateau complet. Et ces actions-là vont nous permettre d'aller faire les 3 actions principales du jeu, je vais dire, qui est planter des plantes, arroser des plantes et obtenir de l'argent qui est nécessaire pour beaucoup d'actions dans le jeu, entre autres déplacer son jardinier, tout ça. Quand on obtient des plantes, on va venir le planter dans notre plateau personnel. Je vais essayer de le montrer à l'écran un peu mieux. Ici, voilà, on va venir planter ces plantes-là ici sur notre plateau jardin personnel et les plantes vont être en 4 variétés. Tu vas avoir des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et tout ça, tu vas essayer de les arroser, de les faire pousser. Pourquoi? Dans le but principalement de remplir des commandes qu'on peut voir ici, des clients qui vont nous demander d'avoir dans notre ligne certains types de plantes de tel niveau. Et aussi pour avoir évidemment des points de fin de partie selon chacune de nos colonnes, quelle va être la plus grosse plante qu'on va avoir. Et comme je disais, l'argent va être nécessaire dans le jeu parce que si on va aller au même endroit qu'un autre joueur, ça va nous coûter de l'argent. Si on veut déplacer notre jardinier, ça va nous coûter des sous dans la version avancée. La version de base, j'ai un blanc. Je pense que oui, pour les cases additionnelles, il faut que tu payes. Bref, on va payer. On manque tout le temps d'argent dans ce jeu-là, à part si c'est une stratégie vraiment focusée sur l'argent. Et c'est pas mal ça, en gros. Il y a des objectifs qu'on peut ajouter. J'ai expliqué ça de façon très, très simple. Là. Mais le point important, c'est qu'il y a un board côté de base et un board côté avancé. Dans le côté de base, la grosse différence côté de base avancé, ça va être l'utilisation des animaux. On a des espèces de petits animaux qui sont sur la carte, des petits papillons, des oiseaux, des tortues, des choses comme ça. Dans la version de base, c'est placé exactement comme ça ici. Quand on va les débloquer avec des actions qui vont nous dire de débloquer un de notre animal qui est ici, dans cette action-là, ça va tout simplement, on va l'enlever de là, puis ça va nous donner des points à la fin de la partie. Plus on va en avoir enlevé, plus ça va nous donner des points. Mais dans la version avancée, ces animaux-là vont être placés sur nos bosquets de notre jardin et vont comme un peu nous bloquer pour planter nos plantes. Fait qu'on va vouloir les enlever pour obtenir des bonus en plus. Ça ne donnera pas juste des points parce qu'on va pouvoir les utiliser pour avoir des nouveaux pouvoirs. Donc ça, c'est la principale différence. On va aussi avoir des objectifs de fin de partie individuels. Et je ne l'ai pas mentionné, mais dans les actions de base, il y a aussi des cartes actions, des cartes jardin, je crois, j'ai oublié le terme exact, mais qui vont nous donner des actions qui ne sont pas à négliger ou de l'argent. À chaque fois, on va avancer d'une ligne sur la progression de choix d'action. Les actions plus fortes vont être plus vers le bas, mais après ça, ça veut dire que pour le prochain tour, tu vas jouer dernier, fait que tu risques d'avoir le moins pire bon choix qui va être disponible. Tu peux embarquer sur prendre la même action que quelqu'un d'autre, mais tu as une pénalité d'argent à payer à ce moment-là. Puis vu que, parce que c'est ça, tu as une action qui est comme un icône à côté de la POC que tu places, la rondelle que tu places, puis il y a une action sous la POC. Fait que si tu embarques sur une rondelle de quelqu'un, mais tu n'as pas l'action d'en dessous. Puis en plus, tu as des pénalités, fait que c'est ça. Il y a moyen de mitiger. Il y a beaucoup d'interactions au niveau de cette dynamique de jeu-là. Là. On va parler de se placer avec notre jardinier. Oui. On peut tout le temps, on a accès juste aux 4 bosquets là, autour de nous. Là, fait que c'est important en début de tour de vraiment bien se poser, bien se placer pour être capable de placer nos plantes au bon endroit. Puis nos contrats en ligne, on a comme 2 niveaux. Fait que ça va être important aussi dès le setup de la partie de dire, si je suis capable de... Si je veux aligner 3 plantes niveau 2, après ça, mon autre objectif d'après, il va être en ligne avec mon premier que j'ai déjà commencé. Fait qu'il y a pas mal de choses à penser dans ce jeu-là. On va parler vite du matériel. Quand j'ai dépunché la boîte, j'ai ouvert tout ça, j'ai été vraiment charmé. Un très, très beau matériel dans le jeu, très bien fait. Le livre de règles est impeccable. Il guide vraiment bien les joueurs, ceux qui sont moins habitués de lire des livres de règles. Je trouvais ça des fois un petit peu même verbeux. Je me disais, tabarouette, ils veulent vraiment que je comprenne, mais il n'y avait aucun doute. Très, très bien fait, le livre de règles. Les petites boîtes de rangement aussi qui viennent dans le jeu. C'est le fun. De plus en plus, les compagnies font ça. Les éditeurs nous donnent des petites boîtes en carton dans lesquelles on peut ranger nos trucs au lieu de prendre des sacs Ziploc. C'est toujours intéressant, puis ils sont identifiés. Les meeples en bois, pas en carton. Super bien fait. Très, très beau, les couleurs, tout ça. Vraiment un jeu qui a une belle présence sur la table. Et côté gameplay, moi, ça a été un coup de cœur quand j'ai finalement pu jouer à la version physique. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai joué sur le côté avancé. J'ai trouvé qu'il y avait une très, très
belle coche d'avancement qui rend le jeu pas tant plus compliqué que ça, mais beaucoup plus stratégique et beaucoup plus fun. Juste le fait d'avoir les animaux, je trouve d'ailleurs... Sur le côté avancé, les animaux ont différents pouvoirs. Exact, ils sont sur les bosquets, ils bloquent en plus. Tiens, je l'ai ici. Tu vois, le papillon est sur un de tes bosquets. Fait que si tu vas aller planter une plante ici, il faut d'abord que tu libères ce papillon-là. Fait que là, c'est plus juste quelque chose qui est sur le côté du board que tu pourrais débloquer ou pas pour faire des points. Non. Là, il faut que tu l'enlèves pour te débloquer. En plus de ça, il va te donner un pouvoir. Chaque animal active un pouvoir spécifique. Ça peut être des cartes bonus de fin de partie. Ça peut être des points de plus quand tu débloques les autres animaux. Ça peut être toutes sortes d'affaires comme ça, te permettre d'avancer sur des tracks d'actions différentes que tu n'auras pas accès si tu ne l'as pas débloqué. J'ai trouvé que ça venait comme donner un step magnifique au jeu, vraiment super, avec les objectifs aussi de fin de partie, beaucoup plus de complexité. Et les boards, en plus, de chacun des joueurs sont tous différents, donc il y a un petit peu d'asymétrie. Ouais, l'alignement de bosquet, là, c'est vraiment bien, puis c'est ça. Quand tu joues la partie avancée, dans la partie de base, tu as un seul jardinier, tandis qu'à la partie avancée, éventuellement, à mi-partie, tu vas avoir un deuxième jardinier. Ouais. Fait que tu as comme de la gestion de 2 personnages. Là, sur quel animal tu veux aller chercher rapidement, focusser. Tu peux choisir ta position de départ là, pour ton premier en setup. Fait que il y a beaucoup de niveaux de décision. Oui, il y a plein de petits détails. Déjà, la partie de base, je trouve, il y a déjà beaucoup de choses pour... Mais si vous en voulez plus, ben la partie avancée, c'est un autre niveau. Puis là, il y a encore plus je pense que vous pouvez pas raffinement, de choix de décision. Ouais. Tu veux pas être trop mal pris dans ton argent. Oui, tu veux faire les actions fortes, mais là, c'est de les faire au bon moment parce que après une action forte vient nécessairement une action faible. Fait qu'il faut que tu vives avec le fait que tu n'auras pas un super bon choix. C'est à mon avis, Luc, là, vous ne pouvez pas passer à côté de la version avancée. Vous pouvez, pour comprendre les mécaniques de base du jeu, jouer une fois peut-être sur le côté simple, mais dès que vous êtes à l'aise avec ça, flippez ça de bord, essayez le côté avancé. Moi, j'ai trouvé que ça amenait le jeu vraiment à un autre point. Tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup d'interactions avec le choix des actions. Je vais leur montrer le tableau encore une fois, là, mais le choix des actions. Un petit jeu a de la bonne interaction comme ça. Tu sais, souvent, les petits jeux, on joue chacun dans notre coin puis on compare notre score à la fin, mais pas là du tout. Là, tu sais, faut que tu regardes ce que l'autre fait, pas dans son développement, mais plus dans la séquence de choix d'action. OK, il ne voudra pas cette affaire-là, fait que je peux le laisser jouer avant moi, il ne prendra pas ça parce que c'est pas sa stratégie. Fait que là, puis tout le fait aussi de jouer en premier versus jouer en dernier, là, ça a tellement de l'importance parce que, juste, je vais le montrer plus en détail ici, mais quand on place notre fleur, on va la placer dans la ligne de notre choix, mais plus on est bas, souvent l'action est meilleure, mais ça veut dire qu'on va rejouer en dernier pour changer de colonne après. Fait que des fois, on veut jouer avant parce que l'autre colonne, c'est là où on veut être premier. Fait que là, on va aller se placer plus haut. Mais si tu te places plus haut en partant, le dernier joueur à jouer va pouvoir se placer par-dessus toi, puis c'est par-dessus qu'il y a l'avantage. Il y a tellement de stratégies sur ce bout-là. Puis après ça, tu l'as dit une couple de fois, plus on avance nos marqueurs qui sont sur les 3 pistes du haut, là, qui sont vraiment les actions, la bourse, la brouette ou la pelle, mais plus les actions deviennent fortes. Puis quand tu arrives au bout, tu ramasses des points, puis oups, tu retournes au début, puis là, c'est des actions faibles. Des points pour compléter les parcours de nos 3 marqueurs. Tu vas arriver en premier. Puis plus on le fait tôt, plus c'est payant. Là, exactement, parce que ça réduit les points à chaque fois que tu le refais. J'ai trouvé ça vraiment super. Les actions, tu sais, que tu as parlé aussi tantôt, quand on arrive sur une colonne sur 2, va avoir des actions en plus de l'action à droite de ton marqueur de base. Il va y avoir une action sur une tuile qui est placée au hasard au début de la partie. Et après qu'on ait fait tout au complet les colonnes, on revient au début puis on le refait, mais on flippe tous les jetons de côté. Fait que là, c'est des nouveaux bonus. Hey, j'ai trouvé ça vraiment super. Ouais. Là. Plus la gestion des contrats, parce que quand tu places ton jardinier en début de tour, tu payes de l'argent, tu veux le placer pour travailler sur le contrat de la ligne d'en haut, de la ligne d'en bas, mais tu ne veux pas mettre des affaires que quand ton premier contrat de ligne soit complété, que ton deuxième contrat de ligne soit plus possible. Exactement. Tu ne peux pas tout faire, fait qu'il faut que tu abandonnes certaines options plus tard, mais tu veux quand même compléter tes lignes, parce que si tu complètes tes lignes, ça te donne d'autres bonus. Très payant. Tu vas être capable de mettre au moins une plante
niveau 4 pour que ta ligne soit super payante. Fait que tu veux pas aligner tes niveaux 4, tu veux comme les mettre en diagonale pour maxer puis compléter ton board. C'est ça. Il y a vraiment. C'est un beau puzzle. Puis les cartes souvent, tu sais, dans ces jeux-là, les cartes, on dirait que c'est comme compensatoire. Oh, regarde, tiens, prends ça, une petite tape dans le dos, là, ça va aller, mon ami. Mais non, elles sont bonnes, les cartes. Hey, pour 2 piastres, tu fais une action supplémentaire dans ton tour, par exemple. Mettons ici, j'en ai un à l'écran où tu as une action où tu avances de 2 sur ta brouette, ta piste de brouette, puis là, tu vas faire arroser des plantes qui vont pousser. Ou si ça va mal, tu manques d'argent, tu peux toujours défausser tes cartes pour 3 puis tu peux le faire une fois au début de ton tour, à chaque tour. Ces cartes-là ne sont pas à négliger, sont vraiment bien. Un bel effet surprise, les cartes, parce que des fois, là, tu vas courser sur une track, puis là, je me suis fait faire servir cette sauce-là. Là. Quelqu'un qui, je vais faire jouer ma carte, j'avance sa track, plus je fais une autre action qui avance sa track, puis il se rend au bout. Et tu pensais te rendre au bout avant, là, fait que ça donne un effet de surprise. Hey, j'ai une possibilité que l'autre peut pas voir nécessairement venir, là, fait que c'est vraiment bon. Moi, Luc, dès que j'ai tourné le board du côté avancé, j'ai été conquis. Sincèrement, là, j'ai joué là, plusieurs parties, puis on en parle, là, puis j'irai jouer maintenant. Je l'ai trouvé vraiment super le fun, ce jeu-là. Bien fait, il est beau. Il n'est pas compliqué à comprendre, il n'est pas compliqué à jouer, mais il y a un beau puzzle dedans, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup d'interactions. Pour moi, ce jeu-là incarne parfaitement un bon jeu du Nord, un bon middleweight, là, un jeu moyen, là, tu sais. C'était vraiment parfait. J'ai adoré. J'ai très hâte d'y retourner. Pour moi, t'es plus vendu à la version avancée que moi. Moi, je trouve que pour un certain public, la version de base, c'est bien correct, puis c'est le fun. Mais oui, si vous voulez amplifier le tout, il y a une possibilité, puis c'est bien fait. En plus. Oui, mais la version avancée, for the win, juste l'utilisation des animaux, c'est tellement fantastique, Fait que, bref, c'est ce qu'on a pensé de Botanicus. C'est certainement un jeu, en tout cas, j'ai pas mal certain que tu vas dire la même chose, mais c'est un jeu que je vous recommande fortement. Si vous pouvez mettre la main là-dessus. Solide Quickie. Ouais, vous ne serez pas déçus, garanti. C'était notre 2e jeu. On passe à notre 3e jeu de ce En Vrac. Ça va bien, Luc. On sortit, on est bon. Le monde ne me reconnaîtront pas, j'ai pas chanté. C'est vrai. Mais là je sens que tu vas chanter. Come sail away with me. Comme c'est le way. Un jeu que j'ai vu à la Quiche, une convention d'éditeurs de jeux ou de distributeurs de jeux du Québec. Moi, le graphisme m'a interpellé étrangement. C'est un graphisme vraiment simpliste, mais particulier. Puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose, puis j'avais bien hâte d'essayer ce jeu-là. Puis ça m'intriguait. Comment on joue à Come Sail Away? C'est quoi le but du jeu, Luc? Explique-nous donc ça rapidement pendant que je montre des petites images. Oui, ben comme c'est le Way, on le décrit rapidement, c'est un light Mancala. C'est un jeu léger qui utilise la mécanique de Mancala, qu'on a vu par exemple dans Trajan ou dans Five Tribe ou d'autres jeux, mais il est vraiment léger, il va se jouer là, en à peu près 45 minutes. Fait que le concept du jeu, c'est qu'on possède un paquebot de croisière, puis on reçoit des lots de clients qu'on doit placer dans notre bateau, puis on va devoir, dans le fond, les égrener. On va avoir une séquence habituellement ordonnée de couleurs de meeple, puis on va devoir choisir un endroit de départ dans notre bateau, placer un meeple, puis le prochain dans la séquence, qui est indiqué sur notre carte, on va le placer dans une chambre connexe, et ainsi de suite. Et tu peux faire d'un sens ou dans l'autre ta séquence. Oui. Ta carte. Ça revient équivalent. On va avoir certains requis sur les différentes chambres. Fait qu'il y a des chambres qui vont pouvoir accepter une couleur ou une autre. Il y a des chambres que quand tu vas placer certaines couleurs au départ qui vont être libres, ça va comme imposer des couleurs similaires par la suite. Il y a aussi, sur chacune de nos cartes, il va y avoir un des meeples qui a une valise. Si on le place dans une porte, on va pouvoir avancer sur la traque des valises, puis cette traque-là va nous donner et des points et des habiletés spéciales. Là. Il va avoir des chambres plus des pièces que c'est plus des chambres de repos. Ça aussi, quand on va les compléter, mais chaque pièce, quand on les complète, va nous donner des points supplémentaires. Quand on complète les chambres avec des portes, ça va encore aussi faire augmenter sur la traque des valises. Puis sur les autres types de pièces qui sont variables d'une partie à l'autre,
le compléter plus rapidement que les autres va nous donner des points bonus. Si jamais en égrenant, on égrène un meeple qui est à un endroit inapproprié, il va aller dans une banque j'appelle ça les meeples pas contents. Les il va nous donner des points négatifs. Que moi, je suis pas content. Pas content. Non, c'est ça, mais tu peux les ramener éventuellement. Tu peux te racheter puis aller il y a leur moyen faire plaisir. de trouver quelque chose, surtout avec les habiletés là, de la traque des valises. Yes. À la fin, on va comptabiliser l'ensemble de nos points. Le meilleur va gagner. Puis tu as dit que c'était équivalent quand tu faisais ta carte d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas toujours le cas parce que des fois, c'est avantageux de le faire de la fin vers le début parce que les couleurs ne se placent pas de la même manière. Fait que ça peut te permettre de réussir à placer tes bonhommes dans les bonnes pièces. Puis c'est à peu près ça. Côté matériel, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très, très beau matériel dans le jeu. J'adore le graphisme un peu. Ça fait un peu paquebot des années 50, 60. Là, j'ai trouvé ça beau, coloré. Des beaux meeples avec toutes des formes différentes, avec un petit conteneur pour pouvoir mettre les meeples dedans. Les cartes, le visuel, très coloré, très, très beau. Ça fait un beau petit paquebot là, quand tu montes ça. Là, ça paraît peut-être pas ici à l'écran. Je suis en train de le montrer, mais tous ces morceaux-là sont vraiment séparés. Tu assembles ça. Puis ce qui est le fun dans ton setup initial, c'est que tu as des tuiles que tu vas pouvoir placer dans un ordre différent, fait que c'est jamais le même ordre. Et tu as des choix de tuiles aussi. Tu as des tuiles plus avancées ou différentes. Ils disent plus avancées, mettons, que le setup de base, qui vont te permettre d'avoir des pièces plus difficiles, mais peut-être plus payantes ou avec des bonus plus intéressants. Fait que ça aussi, j'ai aussi la gestion des cabines que j'ai pas parlé aussi. Fait qu'on va avoir cabines, 5 cabines, on va en placer 4. Puis au fur et à mesure que la partie évolue, on va pouvoir rajouter comme des cabines qui ne sont pas là au départ. Mm-hmm. On a comme un choix, on se les fait donner en début de partie au hasard, mais ils ont différentes couleurs de portes. Fait que ça va nous donner des options. Fait que dépendamment de comment notre partie se développe, on va pouvoir s'ajuster un petit peu en mettant les couleurs à gauche et à droite. Fait qu'on va pouvoir mitiger de plus en plus parce que plus notre bateau se remplit, plus d'être capable de placer une longue séquence de façon efficace, ça devient difficile. Ça nous donne aussi des nouvelles portes pour faire avancer nos meeples qui ont une valise, là, qui ont un requis de valise. Là, la petite valise ici qui est bien intéressant. Si tu places ce meeple-là à la bonne place, à la bonne couleur, il va je pense dans une pièce, la bonne couleur, ça va faire avancer. Je le montre à l'écran, c'est pour ça que je le répète un petit peu, là, mais ça va faire avancer sur la piste des valises ici. Puis il y a plein de beaux bonus, vraiment le fun à aller chercher, là, dont les portes ici qui vont permettre de rajouter des pièces sur le bateau. Fait que ça va te donner des options de déplacement ou des places pour mettre des meeples. Super intéressant au niveau là, du setup variable aussi, c'est le fun. Là. Comment tu as trouvé le jeu? Ben, c'est ça, la dynamique du gameplay est vraiment le fun parce que là, ça, je ne l'ai pas dit, mais on a tout le temps le choix entre 2 cartes. Les cartes vont contenir de 2 à 4 meeples. Sur les 2, de façon plus spéciale, tu n'as pas besoin d'aligner. Fait que des fois, tu vas te dire, je vais prendre lui parce que là, ça ne fit pas. Mon bateau, il est compliqué à placer, mais tu en as juste placé 2. Là. Ouais. C'est pas payant. Là. C'est bon d'en placer beaucoup. Là. Mais de placer ta séquence de 4 dans l'ordre des couleurs, puis de placer le bonhomme à valise dans une porte au bon moment. Puis là, tu sais, des fois, tu as tout le temps aussi ton escalier central. Tu peux déposer des meeples là dans ton égrenage, dans ta séquence d'égrenage, mais il t'enlève pas de points, mais il donne pas de points. Non, puis tu es limité, tu peux mettre 3 couleurs différentes aussi seulement dedans. Mais tu peux éventuellement, il y a certains éléments là, qui vont te permettre de les ramener. La traque des valises. Oui, avec les valises, fait que des mécontents ou des gens qui sont sur l'escalier, tu pourrais réussir à les replacer. C'est vraiment, moi, ça m'a étonné comment ce jeu-là est pas long. Tu as dit 45 minutes, je pense, tantôt dans ton introduction. Tu vois ici sur BGG, c'est écrit 25 minutes. Moi, je te dirais, ça a probablement été toujours autour d'une trentaine de minutes maximum à 4 joueurs. Là. C'est très, très rapide parce qu'on joue pas mal en même temps, hein, tout le long. Il y a un petit draft de cartes au début. Après ça, on place nos affaires, on fait nos points, puis on passe ça. Puis ça va assez. J'ai été surpris. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus long que ça, plus tinky, mais c'est un jeu qui coule très, très bien, qui joue très, très bien, mais c'est très rapide. Je le mets quasiment en fait, je le mets dans la catégorie des fillers rendus là. C'est juste qu'il a l'air d'un jeu beaucoup plus lourd, mais non, c'est très, très simple. Mais ça fonctionne bien. Je n'ai pas trouvé mes parties déplaisantes du tout. J'ai eu du plaisir à jouer. Je trouvais ça peut-être, pour moi, là, peut-être un peu trop rapide. Il me semble que j'aurais pris un peu plus de temps, un peu plus de viande, placer des stratégies, aller plus loin.
Mais ça va faire que ce jeu-là va marcher pour des joueurs un petit peu plus débutants, Ouais, moins expérimentés, puis ça passe ouais. super bien, là, tu sais. Pour initier les Il joueurs, ouais. manquait, on n'avait pas un jeu hyper léger de Mancala, puis C'est vrai. celui-là, il fait vraiment la job, là, comme on dit au Québec, là. Ouais. C'est le C'est travail. vraiment bon. Moi, je pense que j'ai fait vendre 2 copies de ce jeu-là en le faisant essayer à d'autres, là. Wow, Fait que super. Ouais, ouais. Puis il y a c'est... une belle cote sur BGG en plus. J'ai pas idée du prix, celui-là. Je ne sais pas s'il se vend cher parce qu'il y a quand même une grosse boîte puis un beau matériel dedans, sincèrement. Mais oui, C'est si autour de 50-60 maintenant, là, 50-60, quand je OK. l'avais Bon, mais c'est acheté, là. raisonnable. C'est très raisonnable comme prix. C'est le fun quand il est. Aujourd'hui, là, quand tu es en bas de 100$ pour un jeu de société, c'est rare, là, c'est Mhm. difficile. Puis moi, j'ai aimé beaucoup le graphisme. Fait que oui, c'est un jeu qui va bien s'apporter pour remplir les trous en 2 games, qui s'explique facilement, qui joue avec des joueurs débutants, puis qui a une bonne petite couche de stratégie qui est le fun dedans, puis qui a de la variabilité aussi au niveau du setup. Je pense que c'est un jeu intéressant. Un jeu intéressant qui peut Ouais, venir. c'est un jeu pour les débutants aussi. Tu sais, même si tu ne joues pas de la façon le plus optimale, tu vas passer un bon moment à essayer de placer tes personnages aux bons endroits. Puis là, tu sais, je vois, il y a des gens, ils veulent vraiment pas faire des non mécontents, mais des fois, Mhm. de te permettre une coupe de mécontents, ça te permet de plus scorer ce que tu veux, puis de bien placer tes valises. Fait que, tu sais, il est pas trop light. Il y a vraiment un bon niveau de décision, mais il n'est pas compliqué à faire passer à peu près à monsieur tout le monde, là. Fait que, non, un solide petit jeu comme c'est là, oui. Ça fait le tour pour Come Sail Away. Ça t'a permis de chanter ta première chanson du jour, c'est pas pire. On va passer au jeu suivant. Puis là, je te mets au défi de trouver une toune pour le jeu. Euh, Biome! Hey, Biome, quand j'ai lu un petit peu la prémisse, le livre de règles, tout ça, je me suis dit, oh, boy, un autre jeu Wingspan, un autre Ark Nova, un autre Terraforming Mars beaucoup plus léger, mais un jeu de cartes dans lequel tu piges des cartes, tu vas chercher des cartes, puis tu veux placer ça sur ton tableau pour construire le tableau le plus payant possible. Même dans les règles, à la fin, dans les remerciements, les auteurs ou l'auteur plutôt remercie les jeux comme Wingspan. Je pense qu'elle parlait même de Splendor? le jeu Splendor, voilà. Donc, malgré que je cherchais un petit peu la ressemblance avec Splendor, pour elle, ça avait été une inspiration. Mais c'est un jeu dans lequel vous ne serez pas perdu. Qu'est-ce qui se passe dans Beyond? C'est un jeu dans lequel on va jouer 3 saisons et à chaque saison, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une série d'actions qu'on peut voir ici sur le plateau. On va faire une série d'actions tous en même temps ou presque, à part une seule qui va être à tour de rôle. Et le principe, ça va être évidemment d'aller chercher des cartes et de compléter ces biomes. Devant nous, on a 3 zones dans notre biome qui est les marécages, par exemple, la prairie et la jungle ou la forêt. Et nos cartes vont être identifiées dans ces 3 types-là. C'est des animaux principalement ou de la nature, des éléments, là, des arbres ou des plantes. Ils vont être chacun identifiés à un type de biome. Et évidemment, ils vont avoir un coût ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de ressources dans ce jeu-là, de types différents. Ils vont avoir un coût en haut à gauche qui va nous dire combien ça va nous coûter. Et évidemment, ça va donner aussi des points. Et tout ça, pourquoi on va placer ces cartes-là? Parce qu'on veut compléter nos biomes et faire un maximum de points selon des objectifs qu'on va avoir au centre ici qui vont être communs à tous les joueurs. On va vouloir aussi faire des petits bébés avec ça parce que ça va nous donner des points. Donc, par exemple, les canards vont vouloir pondre dans des zones marécageuses où il y a les plantes appropriées. Puis à chaque tour, à chaque saison où c'est la ponte, ils vont pouvoir pondre des œufs. Il va y avoir des prédateurs qui vont venir manger des petits bébés aussi pour faire des points. Et aussi, une fois qu'on va jouer nos cartes, fait nos points, avancer sur notre track de points, il va y avoir une phase d'action où là, à tour de rôle, on va activer une et une seule de nos cartes, chacun notre tour. Et ce qui est quand même intéressant, puis au début, je me disais, il me semble que c'est pas beaucoup, mais finalement, c'est pas si pire que ça. On va activer chacune des cartes une seule fois. Donc, il faut bien réfléchir à quelle carte on active à quel moment. Au début, on va aller chercher plus des ressources. Vers la fin, on va vouloir plus activer les cartes qui vont nous donner des points, mais chaque carte est vraiment différente. La partie va se terminer de 3 façons différentes. Soit quelqu'un a complété complètement son biome, soit quelqu'un a fait 120 points, a franchi la barre des 120 points déjà, donc là, on termine la manche.
ou si on a fait 3 saisons, la partie va se terminer. Pour le reste, là, c'est vraiment classique Wingspan où on a plein de cartes, on ramasse des ressources, on essaie de jouer nos cartes, faire des points, faire plus de ressources. C'est à peu près ça, puis d'optimiser vraiment le placement pour aller chercher des objectifs aussi communs. Par exemple, ça pourrait être faire une ligne avec toutes des arbres de différents types, des plantes de différents types. Ça pourrait être avoir des 4 prédateurs répartis dans notre biome. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Côté matériel, la première chose qui nous frappe, Luc, j'imagine que ça a été le cas pour toi aussi, c'est quoi ça? Des nids! Les nids! Tabarouette! Hey, des nids en paille, vraiment, là, qui se défont. C'est super original et super salissant. C'est salissant, ça se brise un petit peu à force des taponner, ça se défond, tout ça, mais tu sais, ça donne un beau coup d'œil. Moi, je vais te dire, j'ai joué avec des gens qui aiment bien le visuel d'un jeu, puis c'est sûr que quand ils ont vu ça, ils ont fait « My God, c'est donc bien beau! » Je place des nids sur mon jeu, je place des petits poussins ou des petits lapinots dedans, c'est bien cute, cette affaire-là. C'est un peu fiddly, honnêtement, parce que tu places les nids, après ça, tu les enlèves quand la ponte est finie, tu les remets à l'autre saison, tu mets les petits choses dedans. C'est très, très cute, mais un petit peu fiddly, pas absolument nécessaire dans le jeu, mais bon, ça vient ajouter, je pense, à la cute, le cuteness du jeu. Là, le jeu est quand même assez beau, les illustrations sont belles, les cartes sont belles, donc c'est un élément qui frappe. Les ressources aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les ressources en 3 dimensions en bois qui sont toutes différentes. Si c'est un soleil, il va y avoir une forme de soleil, une feuille, des petits fruits, des insectes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cute. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup de manipulation de ressources. Moi aussi, tant qu'à parler des quelque chose que j'ai aimé de ce jeu-là, j'ai aimé le packaging parce que la boîte, elle clip super bien. Puis elle est faite en matériel biodégradable. Mais je pense au niveau du packaging biodégradable, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Là, parce que souvent, ils vont mettre des trucs, si on fait ça à moitié, ça clippe pas bien. Là, le couvercle, il ferme vraiment bien, il tient, c'est solide. Il y a comme de quoi pour chaque élément. Puis si au niveau gameplay, parce que c'est pas un mauvais jeu. Non, vraiment pas. On va le frapper solide, là, mais c'est un bon jeu. Il y a des belles images. Les images de faune et de flore sont très jolies. Les dynamiques de gameplay sont intéressantes et très variées. Là, après ça, le jeu, il va passer au bat. Là. Ben oui, vas-y, je vais te laisser le passer au bat parce que moi, j'ai peut-être pas eu le même feeling que toi, mais je pense que la critique principale, c'est peut-être qu'il n'invente rien. Il n'invente rien, le jeu, c'est tout du déjà vu, du réchauffé. Ce que vous allez voir là, ça le fait correctement, mais je ne pense même pas que j'ai vu un élément où j'ai fait « Oh, wow, ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. » C'est à peu près tout du déjà vu. Ben, c'est ça, le défi des gens, des éditeurs puis des auteurs de jeux qui vont reprendre un petit peu le concept de Wingspan, c'est de dire « Je vais faire une version meilleure, plus élégante à certains niveaux. » Puis au niveau du gameplay, il n'y a rien de très... de meilleur. Là. On a beaucoup d'effets avec beaucoup de texte. Ça devient de l'eau pour des gens un petit peu moins ferrés en mécanique de jeu. Après ça, il y a des taux, puis là, il y a des habiletés de taux, c'est pas clair. Les prédateurs, oui, mais il y a plein d'exceptions. C'est compliqué à comprendre pour une première partie. Après ça, ça va, mais il est pas tant plus accessible que les autres. Puis là, tu te sens un peu limité. Moi, je me rappelle ma partie, j'avais plein d'animaux qui allaient dans une zone. Puis là, j'avais plus de place dans cette zone-là. Fait que là, tu te sens frustré. Puis c'est pas ça que tu veux de genre de jeu-là. Là. Des jeux qui ont fait la même chose que Wingspan de façon plus élégante, aller soit vers Finspan, que je trouve, moi, au niveau de gameplay similaire, c'est pas compliqué, ça reste simple. Puis encore mieux, si vous êtes capable de soutenir un gameplay un petit peu plus complexe, puis vous voulez que ça roule, cette affaire-là, allez vers Raising Robot, ouais, qui est solidement meilleur. Là, ouais. Fait que... c'est entre Beyond et ces deux-là, aller vers ces deux-là. Là, fait que... Mais tu vois, moi, j'ai eu le feeling un peu de ce que tu disais à ma première partie, après ma première partie, mais j'ai rejoué plusieurs parties après, puis on dirait que plus j'y jouais, puis plus je le trouvais quand même
qu'il y avait des éléments intéressants dedans. Puis je pense que la clé, c'est la clé, hein, remarque, c'est pas un secret là, incroyable que je vais dire, mais c'est vraiment un jeu de cartes et il y a beaucoup, beaucoup de cartes dans ce jeu-là. On pige énormément et les cartes sont des ressources dans le jeu aussi. On peut à tout moment, on peut défausser 2 cartes pour créer une ressource manquante. La flexibilité est vraiment là. Il faut que l'engin nous permette de piocher beaucoup de cartes, de faire rouler le deck pour aller chercher les cartes qu'on a besoin pour pouvoir atteindre les objectifs, parce qu'il y a une course sur les objectifs qui est quand même importante. Je pense que tout s'enchaîne bien. Pour moi, moi j'ai trouvé que c'était un bon jeu. J'ai trouvé ça plaisant de jouer à ce jeu-là. Après ma première game, tu vois, ça fait la même chose tantôt quand je parlais de Botanica. Je n'avais pas aimé du tout ma première game et c'est maintenant un coup de cœur. Biome, je te dirais, ma première game me laissait vraiment sur mon appétit. Puis quand j'ai rejoué, puis j'ai travaillé plus avec les cartes, puis à travailler les objectifs communs pour faire réussir ma course, placer mes choses correctement, j'ai trouvé que finalement, c'était pas si mal que ça et que j'ai réussi à trouver du plaisir dans le jeu. Mais c'est vraiment, ça peut être frustrant. Il y a des cartes d'ailleurs que j'ai trouvé qui servaient pas mal à rien dans le jeu, ou presque. En tout cas, j'ai jamais eu besoin de ça. C'est des cartes qui peuvent comme changer l'écosystème en, mettons, ta prairie. Tu agrandis ta prairie, mais tu rapetisses ton marais. J'ai pas trouvé que c'était super utile quand j'avais ces cartes-là. Sincèrement, je m'en servais pour défausser, pour pouvoir avoir des ressources additionnelles qui étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes. Toute la gestion aussi de la pondaison, de faire naître des petits bébés pour pouvoir faire des points. Super intéressant. J'ai pas eu tant de cas où les règles étaient ambiguës avec les cartes. Là. Tu sembles en avoir eu quelques-uns là, avec les prédateurs, mais moi, je n'ai pas trouvé ça si pire de mon côté. Ça va, là, mais mettons, quelqu'un qui achète son premier jeu et qui tombe là-dessus, là, c'est ça. On ne s'attend pas à ça de ce jeu-là. Non, effectivement. Il y a une autre affaire aussi, c'est les jeux de cartes ont ce problème-là, c'est d'être capable d'avoir accès à une carte d'un type d'un autre. À un moment donné, une gestion positionnelle, puis là, tu veux, OK, là, je vais placer mon nid là, je vais placer des éléments pour le maximiser, puis tout autour, puis là, il n'y en a plus. OK, puis là, je vais faire des habilités de cartes pour voir plus de cartes, puis t'en vois pas plus. Les cartes se répètent beaucoup. Il y a beaucoup de duplications de cartes. Oui, c'est ça, mais des fois, tu cherches une carte, puis tu pognes pas. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver des fois. Tu peux mitiger, mais il y a comme une limite. Là, il n'y a pas un genre, cherche le deck, pogne la première de tel type, puis avec, il manque des genres d'effets comme ça là, pour vraiment que ton plaisir positionnel. Ça, c'est cool. Il n'y a pas ça dans les autres jeux. Là. Puis il y a une version avancée aussi. Il y a une version avancée du jeu où tu peux avoir des effets parce qu'il y a 2 saisons où il ne se passe pratiquement rien. Tu as une saison où l'hiver, les serpents ne pondent pas d'œufs, si je me souviens bien, ou un truc de même. Puis il y a une saison où les animaux vont migrer. Ça, c'est spécial. Je ne l'ai pas essayé pour être honnête, mais on dirait que ça ne m'a pas tant attiré. Tu travailles tellement fort à faire ton tableau. Tu te dis, hey, là, je vais être obligé d'en envoyer un là-bas et d'en recevoir. Ouais, c'est ça. Fait que ça ne m'a pas attiré. Puis je te dirais que l'affaire qui ne m'a pas attiré beaucoup non plus, c'est l'espèce de roulette avec les catastrophes naturelles qui peuvent arriver. J'avais pas tant le goût de rajouter un peu plus de random au jeu. Fait que je te dirais, je n'ai pas touché à ça. Mais pour moi, le jeu de base a fait le travail dans le genre à la Wingspan. Maintenant, est-ce qu'il y a des meilleures options sur le marché? Je pense que Luc en a quand même pas mal élaboré. Mon verdict, c'est bien, mais il y a mieux. Moi, je dirais, essayez-le. Si vous le trouvez cute et vous trouvez qu'il répond à votre besoin, c'est peut-être un jeu pour vous. Je ne pense pas que c'est un essentiel dans une collection, mais c'est un jeu que pour quelqu'un qui aime le genre et veut toutes les avoir, il va certainement remplir son rôle comme ça. C'est ce qu'on a pensé de Biome. On passe à notre dernier jeu aujourd'hui. Luc, on va s'en tirer en presque 1 heure. C'est magnifique et ça va être une fin... Il faut le dire, spectaculaire. Oh oui, spectaculaire. Un autre jeu avec un méchant beau puzzle dedans que à première vue, tu fais comme OK, je ne m'attendais pas à ça. C'est solide. Je te laisse l'expliquer. Amateur de thèmes naturels, animaliers et floral, vous êtes servis. Dans spectaculaire, on va jouer 15 rounds, 15 manches, où on va devoir drafter, choisir des dés colorés avec une certaine valeur et des tuiles d'animal. À chaque round, on va faire 2 choix. Un choix avec un pool personnel. Ce pool personnel-là, à travers les 15 rounds, on va passer à travers.
puis un choix avec des plateaux rotatifs. Chacun de ces deux choix-là peut être autant une tuile qu'un dé. Fait que il y a des rounds, il y a des manches où on va choisir 2 dés. On va choisir 2 tuiles. Un dé, une tuile, un dé. OK? Et après ça, ces dés-là et ces tuiles-là, on va devoir les agencer dans notre aire de jeu. Dans notre aire de jeu, on va vouloir former une contiguë parce qu'à la fin de la partie, on va avoir des scorings selon le nombre de bébés qu'on a fois la valeur de nos dés de cette zone-là. On va vouloir aussi agencer certaines pièces qui ont un petit coin coloré pour former des tours d'observation parce que nos tours d'observation, ils nous permettent de faire des points supplémentaires en fin de partie, puis ils nous permettent aussi de placer nos dés de valeur 6 qui sont très payants. Et on va vouloir aussi choisir des tuiles d'animaux différents parce que à la fin de la partie, on va avoir un scoring selon le nombre d'espèces différentes qu'on aura choisies. Puis on veut quand même synchroniser ça parce qu'il y a un décompte de mi-partie après 8 manches où on va regarder notre connexion de dés à partir de notre entrée. Fait que c'est un bon défi. Est-ce que je dois choisir un dé? Est-ce que je dois choisir une tuile? Je vois un peu ce qui me reste à choisir de mon bout. Tes tuiles, tu peux voir, tu peux savoir d'avance un petit peu l'ensemble des tuiles que tu vas pouvoir accéder. Tu peux regarder même les plateaux rotatifs des autres, qu'est-ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, faut que je le prenne, le petit dé vert, parce que c'est juste des gros dés verts. La gestion des dés aussi, tu veux des gros dés pour que ça score beaucoup, mais sur tes bébés, pour que ton bébé soit valide, il faut une valeur 1 et 2. On a aussi des casquettes qui nous permettent de mitiger nos dés, de faire plus ou moins 1. On peut le faire sur chaque couleur de dés. Ces casquettes-là se réinitialisent en mi-partie, puis on a aussi une casquette sauvage, une casquette wild. Puis comme si tu n'en avais pas assez dit. Ben oui, puis comme si tu n'en avais pas assez dit, il y a des objectifs en plus à essayer d'obtenir. Tabarnouche, il y a du stock. En version optionnelle que tu peux rajouter. C'est beaucoup, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les jeux où une décision en implique plusieurs. Fait que je suis pas mal servi, puis on est dans un jeu qui se joue en simultané. Ça se joue très rapidement. Très bien, ouais. Puis, parlons du matériel. Encore une autre belle boîte avec du beau matériel, beaucoup de tuiles bien colorées, des beaux jetons en bois aussi, puis un rangement avec des boîtes à construire en carton. Encore une fois, tout bien identifié. Moi, j'adore ça quand les éditeurs nous font des beaux petits packaging de même. Ça n'a rien à voir avec le jeu, mais ça ajoute au plaisir de sortir la boîte. Côté gameplay, Luc, toi, tu avais mis Spectacular dans ton top des petits jeux, je crois. Tu l'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et moi, je n'y avais pas joué. Ça m'avait beaucoup piqué ma curiosité. Un peu comme Botanica, excuse. Quand tu avais mis, c'était 2 jeux que je n'avais pas joué au moment où on a fait notre top, que j'avais bien hâte d'essayer parce que tu m'avais mis l'eau à la bouche. Et Spectacular, je dois avouer que c'est un peu l'effet que j'ai eu. C'est Spectacular, la quantité de décisions connexes que tu as à faire. Est-ce que je prends un dé? Est-ce que je prends une tuile? Est-ce la bonne couleur de tuile? Est-ce le bon couleur de dé? Est-ce que c'est le bon chiffre que j'ai besoin? Est-ce que je prends des tuiles que quand je vais les placer, je vais pouvoir faire une belle tour d'observation qui va me permettre de débloquer d'autres choses? Les objectifs de fin de game, ta sélection à toi aussi que tu peux faire. Il y a vraiment énormément de décisions dans le jeu et c'est un beau puzzle. C'est très solitaire, à part la portion de draft qui va tourner ou comme tu as dit, de temps en temps, tu vas peut-être jeter un œil. Moi, ça arrivait des fois, jeter un œil. OK, là, il s'en vient juste des dés jaunes. Je vais prendre mon dé vert tout de suite. J'aurai le choix entre jaune ou vert. Je vais prendre vert parce que c'est sûr qu'il va m'arriver du jaune de toute façon. Mais sinon, il n'y a pas plus d'interaction que ça dans le jeu. Mais le puzzle solitaire, je l'ai trouvé quand même assez intense. Là. Puis il y a beaucoup de, des animaux différents. Il y a du stock à réfléchir, mais c'est très bien fait. À chaque partie, là, il arrive un moment donné où il y a un joueur qui dit « Oh!
Moses, faut que je commence à prendre des dés, là, parce que j'ai pris beaucoup de tuiles, mais là, il ne scorera pas si j'ai pas de dés dessus, là. Exactement. Parce que c'est ça, là. Tes tuiles, tu peux les poser vraiment librement, mais c'est sûr que tu vas essayer de former tes tours d'observation, puis former tes zones, mais tu n'as aucune restriction de pose sur tes tuiles. Tes dés, tu as tes restrictions, les bébés 1-2, tu as ta tuile spéciale qu'elle apprend un 6, puis pour pouvoir poser des 6 autrement, faut que ça soit autour d'une tour d'observation. Tu peux mitiger tes dés même après que tu les as posés. Ça, c'est une autre affaire, le fun, là, mais c'est ça. Tu vois, moi, j'ai trouvé... Ouais. Ah ben, vas-y. Ben, au niveau du gameplay, tu vois, ça dit 20 à 30 minutes de temps de jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réflexion à faire, beaucoup plus que comme Sail Away. Pour moi, mes parties ont été toujours plus longues et spectaculaires qu'à comme Sail Away. Pas parce que le jeu en tant que tel est fait pour être long, mais juste parce qu'à un moment donné, les joueurs arrêtent 2 secondes, OK, t'as pas le fou. OK, je vais faire ça, puis ça, fait que là, je vais être correct. Il faut que tu te mettes un peu à réfléchir 2-3 coups à l'avance, parce que sinon, tu peux te bloquer un petit peu dans ton schéma, dans ton setup. Puis le petit scoring de milieu de partie aussi, là, tu joues pour la fin de game, à un moment donné, ça tape peu. Il faudrait que je fasse quand même un peu de points à mi-parcours, parce que sinon, je vais me faire avoir. Là. C'est soit que tu as un joueur qui va dire « Ah, il a été dans les bébés, il a été capable de mettre 3 bébés dans une zone qui a 15 points, fait qu'il fait 45 points dans sa zone, puis là, ça explose. » Ou tu as l'autre qui a dit « Oh non, il y a des zones vraiment pas bonnes, mais il a été dans la diversité d'animaux, puis il va aller chercher comme un 50 points de diversité pendant que toi, tu as été en chercher une douzaine, là, tu sais, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Beaucoup de façons de faire des points. Ouais. Petite notice que j'ai expérimenté une couple de fois. Si vous jouez avec des joueurs de différents niveaux qui ne sont pas rigoureux au niveau de comment le jeu se joue, il faut faire attention. C'est le fun, le jeu se joue en simultané, mais j'ai vécu une couple de parties où là, mais là, c'est-tu le dé d'avant ou d'après? Il faut vraiment être rigoureux au niveau de nos phases de jeu, parce que j'ai connu 2 parties. Ça m'est arrivé aussi. Il manquait une dé, un place, puis tout ça. Fait que soyez très rigoureux quand vous montrez ce jeu-là. Mais quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça se passe pas bien, puis c'est ça, vu que c'est un jeu simultané, les jeux de draft en général. Tu peux pas quarterbacker tout le monde pendant que tu joues. Fait que les jeux de draft en général, là, attendez avant de passer votre paquet que tout le monde soit prêt, parce que ça arrive tellement souvent que quelqu'un prend son nouveau paquet, commence déjà, puis le renvoie, puis là, on vient de jammer toute la patente. C'est effectivement un jeu qui est propice à ça. Et un autre de ces points forts là, qu'on n'a pas mentionné, parce que c'est un jeu qui se joue en simultané jusqu'à 6 joueurs, ce qui est quand même pas rien, là, 6 joueurs là, pour un jeu de ce genre-là. C'est le fun, un jeu stratégique. À 6 joueurs, il y en a, là, mais souvent, on va se ramasser dans des jeux beaucoup plus légers, beaucoup plus moins de stratégie, plus des jeux de cartes, des choses de même. Mais celui-là va se rendre à 6 joueurs avec un bon niveau de complexité dedans. Fait que ça, c'est intéressant. Une belle découverte. Oui, une belle découverte spectaculaire. Fait que, je pense que c'est pas mal ça. Ça fait le tour pour aujourd'hui de notre vidéo. On s'en est tiré en 1 heure, là, que j'avais prédit en 1h30 parce qu'on s'est mis 5 jeux. On a dit, ça va être long, c'est sûr, on jase tout le temps, mais on a bien fait ça. 5 jeux rapides avec commentaires rapides. Oui, exactement. Mais 5 jeux, je pense, intéressants, des jeux que vous devez regarder. D'autres plus, encore, des bons coups de cœur là-dedans, mais j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, et que vous avez trouvé ça intéressant, ce qu'on avait à vous dire sur ces 5 jeux-là. Luc, il ne faut pas attendre 6 mois la prochaine fois, il faut se reparler bientôt. On se fait un autre en vrac. C'est toujours vraiment plaisant de jaser avec toi de jeux. Un gars qui en connaît tellement sur les jeux, c'est toujours le fun. Et si vous avez aimé la vidéo, tout le monde, n'oubliez pas de nous faire des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous envoyer des commentaires, puis je te renvoie l'appareil, Jeff. Toujours le fun de participer à ces en vrac avec toi. Yes, on se revoit dans pas long, tout le monde. Salut, bonne journée.